Prochaine, alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à une énième folie de LCI. La vidéo s'intitule Ces troupes européennes prêtes à partir en Ukraine. Alors, j'ai vu qu'il y avait certains d'entre vous qui n'étaient pas contents que je commente souvent ce qui fait LCI, mais LCI, c'est aussi le seul endroit où on reprend la réelle actualité, on y ajoute de la propagande et on y ajoute ce qu'il faut pour manipuler les populations. Voilà pourquoi c'est important de décrypter ce qui se passe sur LCI. Bien évidemment, BFM TV fait aussi les mêmes séquences. Moi, je trouve que les séquences de BFM TV sont moins intéressantes. Voilà pourquoi je me focalise sur les séquences de LCI. Mais si vous avez les mêmes séquences de BFM TV ou de CNews, comme je fais parfois ici, envoyez-les-moi si c'est intéressant, je serai ravi de pouvoir les décrypter. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Une coalition de 30 pays volontaires pour garantir la sécurité de l'Ukraine va bien se réunir ce jeudi à Paris en présence de Volodymyr Zelensky. La moitié est en mesure de fournir des troupes. La question, c'est quel pays, combien d'hommes et quels risques prendront-ils sans le soutien des Américains? Alors pour y voir clair, Kadi, vous nous avez rejoint. On fait le point avec vous. Alors, à chaque fois, on nous fait le coup. Ça fait 2 ans qu'on nous parle des gens qui vont aller en Ukraine et que l'on ne voit personne. Mais ce tour-ci, elle a au moins fait l'effort de rajouter sans le soutien des Américains. Et donc ici, nous allons voir si Macron veut vraiment amener la France et ses Européens vers la guerre ou pas. Parce qu'on rappelle, les États-Unis ont déjà dit ceux qui vont là-bas ne vont pas se couvrir de l'article 5. Donc s'ils tombent au combat, le soutien militaire de l'Alliance ne va pas se déclencher automatiquement. Et donc c'est intéressant de décrypter cette séquence. Qui pourrait envoyer des troupes en Ukraine? Alors la principale initiative sur la table, c'est cette fameuse coalition des volontaires. Alors aux manettes, il y a le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni qui s'engage à fournir notamment 2000 à 3000 soldats, des drones également. La France donc qui propose, elle, potentiellement 1500 à 2000 hommes. La Suède aussi. Mais est-ce que vous attendez les effectifs qu'ils sont prêts à mettre? 2 à 3000 hommes chacun. La dernière fois, on vous disait qu'à Kursk ou sur le front, on était presque à 1000 morts par jour. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Donc ça veut dire que les quatre là, s'ils mettent 3000 hommes chacun, ils vont fournir de quoi tenir 12 jours de combat. Si jamais ils devaient aller au front, ils pourraient tenir entre 12 ou moins d'un mois de combat. Non mais soyons sérieux deux fois. Juste ça vous montre à quel point ces gens-là ne sont pas sérieux. Et ça vous montre à quel point tout cet argent gaspillé, tous ces sommets, n'est pas fait pour aider l'Ukraine, mais c'est fait pour renforcer la stature de tous ces dirigeants européens qui sont actuellement en difficulté dans leur pays. Parce que leurs pays sont en proie à des difficultés économiques. Ils ne peuvent rien faire pour aider leur pays parce que ils ont donné une bonne majorité de leur pouvoir économique, de leurs décisions politiques à Van der Leyen. Et donc désormais, pour exister, alors que sur le plan national, ils sont nuls, et que personne ne trouve qu'ils sont nécessaires, même Macron, il est en train de retrouver, soi-disant, des sondages favorables auprès de Français, alors que nous savons que la majorité des Français continuent toujours à le trouver inutile, et que c'est probablement les vieux à qui il a fait peur qui sont en train de se rajouter à son socle. Mais c'est comme ça. Ils ont besoin de ça pour exister. Ils ont besoin de ça pour justifier qu'ils dirigent leur pays. Parce que sur le plan national, ils ne servent à rien. Fraîchement arrivé dans l'OTAN l'an dernier, la Belgique également viendrait se joindre aussi à cette équipe de pays donc qui sont déjà confirmés pour envoyer cette force de maintien de la paix. Il y a aussi ceux qui ne sont pas en... Alors, ils vont envoyer une force de maintien de la paix. Dans les termes qu'ils utilisent eux-mêmes, ils rendent ou ils discréditent
c'est qu'ils sont en train de dire. Ils vont envoyer des gens maintenir quelle paix? Comme, je vais le rappeler, comme l'a dit Sergueï Lavrov, on ne va pas offrir à l'Ukraine une paix sur le terrain pour ensuite aller modifier une paix avec elle en négociation. Non, elle va négocier la paix qu'elle va obtenir après négociation. Parce que si vous mettez des troupes au sol pour garantir la paix, de quelle paix voulez-vous encore parler puisque la paix a été matérialisée sur le sol? Encore officiellement engagés, mais qui sont en passe de le devenir. Alors regardez, vous voyez l'Australie, le Canada, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la Lituanie. Autre catégorie, ceux qui veulent participer, mais indirectement, comme l'Allemagne. L'Allemagne qui est réticente à envoyer des soldats des troupes au sol, mais qui pourraient participer financièrement. D'ailleurs, 3 milliards d'euros ont été débloqué il y a tout juste quelques jours. L'exemple particulier de la Pologne. On va s'y arrêter un petit peu. La Pologne qui est très motivée, évidemment. La Pologne, c'est quand même juste à côté de l'Ukraine, et aussi la Pologne qui est quand même assez inquiète par rapport à la menace russe. En revanche, ce qu'a dit Donald Tusk, c'est que Varsovie, en fait, préfère écarter l'envoi de troupes au sol pour prioriser ce qui se passe à la frontière. On peut les comprendre. La Finlande, justement, nouvelle membre de l'OTAN, aussi est intéressée, elle priorise sa frontière avec la Russie. Idem pour la Norvège. Alors, concernant l'estimation... Ah bah oui, hein. Ceux qui sont directement ou plus proches d'être en face de la Russie sont beaucoup plus prudents à jouer les malins que ceux qui sont loin. Parce qu'on sait que si jamais ça va barder, ça va commencer par eux. C'est incroyable. On rigole, franchement. Et même quand ils présentent les choses, je crois même eux-mêmes ils rigolent. Ils ne doivent pas se prendre au sérieux. Global, là on parle en termes de troupes au sol. Le Royaume-Uni évoque 10 000 hommes pour cette force initiale, quand Volodymyr Zelensky, lui, estime qu'il faudrait 200 000 personnes pour sécuriser l'Ukraine. Alors, il y a aussi... Déplorable. Il faudrait la totalité de l'armée française pour sécuriser soi-disant l'Ukraine, selon Zelensky. Et eux, ils envoient 10 000 hommes. Ils totalisent 10 000 hommes. 10 jours de combat ou 10 jours de blessés. Parce que tout le monde ne va pas décéder s'ils vont au combat. Beaucoup vont être blessés. Donc, 10 jours. C'est incroyable. Ceux qui ont dit non, hein, à commencer par les États-Unis, vous voyez, l'Espagne, l'Italie ou encore la Hongrie qui, eux, préfèrent éviter toute escalade avec la Russie, faut bien le dire. Kadi, c'est passionnant, hein, parce qu'on apprend dans le détail qui peut s'engager et jusqu'à quel point. Marc Semo, vous allez avoir la parole dans un instant, mais Kadi n'a pas terminé. Kadi, quelles sont les autres options sur la table? Alors, évidemment, il y a nos confrères du Télégraphe, nos confrères britanniques, qui, eux, disent que Emmanuel Macron serait en train de chercher une autre voie. Alors on attend de voir un petit peu ce qui c'est. Je ménage pas le suspense. On parle évidemment des casques bleus, mais justement ces casques bleus, ça risque d'être une option qui a du plomb dans l'aile, puisque pour avoir cette mission de la paix de l'ONU, il faut évidemment passer outre les vétos. Et évidemment, les vétos russes au Conseil de sécurité de l'ONU rendent cette option quelque peu caduque. Merci beaucoup. Franchement, si c'est vrai et que Macron cherche l'option des casques bleus, je ne sais même plus quoi passer de ce président. Si c'est vrai et que ce monsieur cherche vraiment l'option des casques bleus, c'est à vous dire à quel point ce monsieur ne s'attarde même plus sur la France. Il sait qu'il ne sert plus à rien pour la France. Et surtout, regardez ici. Ça, je l'avais retenu la dernière fois. Zelensky a rejeté le projet de Macron d'envoyer des casques bleus de l'ONU en Ukraine comme force neutre. Lors du prochain cessez-le-feu, il préfère le projet de Stammer d'envoyer des troupes européennes et britanniques en première ligne. En première ligne. Attendez, il faut que je lise. Nous ne voulons pas de casques bleus de l'ONU, nous voulons de troupes de l'OTAN pour combattre la Russie en Ukraine. Je vous agrandis la vidéo qui est en anglais. Що стосується ООН, при всій повазі ООН нас не захистить від окупації
або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо. Il dit que les casques bleus ne pourront pas protéger l'Ukraine contre un désir de revenir de Poutine. Et donc, il ne voit pas les casques bleus comme une alternative. Як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Comme une alternative de contingent ou de garantie de sécurité. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки. Nous maintenons raisonnablement, logiquement, Стосунки з les relations avec les Nations Unies, avec le secrétaire général de l'ONU, з представниками і генсеком тощо, але це не може бути ООН не може mais les Nations Unies ne peut pas être une alternative aux garanties de sécurité. бути альтернативою гарантіям безпеки. Bon, la séquence reste là. Elle ne contient pas forcément ce qui est dit ou ce qui est écrit. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est si vraiment ce monsieur appelle les combattants que Stammer veut envoyer là-bas pour aller en première ligne, ça veut dire que nous rentrons de plein pied dans ce que Sergei Lavrov a qualifié de conflit entre ces États et la Russie, parce que ces gens-là vont être sur le chemin de la Russie et vont empêcher la Russie de continuer son opération spéciale. Est-ce que les Anglais envisagent cela dans ce sens-là? Puisque sur TF1, nous avons vu qu'ils ont présenté ça comme des troupes pour maintenir la paix. Donc ça veut dire des troupes qui vont venir après la guerre. Ici, on parle de troupes pendant le cessez-le-feu. Est-ce que les cessez-le-feu, c'est la paix? C'est deux choses différentes. Et surtout, pourquoi on va aller engager ces gens-là là-bas, alors que on les a pas engagés dans un territoire qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus contrôlable, qui était au Moyen-Orient lorsqu'il y a eu cessez-le-feu. Rappelez-vous de qu'est-ce qui est arrivé aux troupes de maintien de la paix et surtout de ce que Macron et les autres ont fait quand ces mêmes troupes de maintien de la paix ont été attaquées par leur enfant préféré. Les condamnations sont unanimes, ou presque. S'attaquer à des casques bleus pourrait constituer un crime de guerre, prévient l'Italie. Ce n'est pas acceptable et cela viole ce qui a été établi par la résolution 1701 de l'ONU. C'est totalement inacceptable pour l'Espagne qui se joint également à la ferme condamnation de la France, faut-il le rappeler, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris qui convoque l'ambassadeur d'Israël en France pour lui rappeler qu'il s'agit d'une violation grave du droit international. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. France, Italie, Espagne réunis à Chypre aux côtés de 6 autres pays européens, plus la Jordanie, pour un sommet entièrement consacré à la situation au Moyen-Orient. De son côté, Pékin demande à Tel Aviv de prendre des mesures immédiates pour calmer la situation. Plus furtif, mais tout aussi ferme à Washington, quand Joe Biden répond à la question d'une journaliste « Demandez-vous à Israël d'arrêter de frapper les forces de maintien de la paix ?» Absolument, tout à fait. Cela ne peut tout simplement plus se reproduire, réagit fort logiquement de son côté le secrétaire général des Nations Unies. Au moment où de nombreux diplomates en poste au Liban estiment que ces attaques israéliennes ne peuvent pas se résumer à une simple erreur, mais témoigneraient de la volonté d'Israël d'obtenir le retrait de cette force onusienne déployée au sud Liban depuis 1978. Voilà. Et eux, ils sont là pour encadrer la paix. Ils se font attaquer et vous voyez, la communauté internationale ne fait que parler. Et maintenant, vous avez des Européens qui veulent venir s'opposer à l'opération des Russes et penser que eux ne vont rien risquer. Et surtout, le plus marrant, c'est que ce que je vous ai montré, c'était le 13 octobre. Enfin, c'était le 11 octobre, quelque chose comme ça. Et après ça, il s'est passé ceci.
La FINUL a été attaquée une deuxième fois et on n'a attendu personne commenter. Après la première fois, quand ils ont dit que ça s'arrête là, hein, ça va bien comme ça. Et ben, leur fils préféré a remis ça et personne ne s'est plaint. Regardez. C'est un quartier commerçant qui a été frappé en pleine nuit, au moins 4 bâtiments entièrement détruits et un bilan provisoire d'au moins 15 morts. Labatieh fait partie des 25 localités du sud Liban dont Israël avait appelé les habitants à quitter les lieux, partir avec pour consigne de ne pas revenir. Je reste ici. Ma maison, celle de ma famille et de mes proches est ici. Je ne peux pas partir, car Nabatieh, c'est mon âme. Une fois que l'âme est partie, tout le reste s'en va avec elle. Au moment où l'armée israélienne multiplie dans le même temps les incursions à l'intérieur du territoire libanais. Une atteinte à la souveraineté du Liban, en totale violation des résolutions onusiennes, rappelle la force de maintien de paix de l'ONU, la FINUL, elle-même prise pour cible ces derniers jours par l'armée israélienne, 5 casques bleus blessés par des tirs qualifiés de répétés et surtout de délibérés. Les forces israéliennes nous ont demandé de quitter nos positions le long de la ligne bleue. Mais comme je l'ai dit, il a été décidé à l'unanimité de rester, car il est important que le drapeau des Nations Unies continue de flotter haut dans cette région. La force onusienne qui vient de recevoir le soutien d'une quarantaine de pays, exhortant à la protection des casques bleus. Et face aux vives critiques, Israël n'en fait plus mystère. Non seulement les opérations vont se poursuivre au sud Liban, mais c'est aux casques bleus de se mettre à l'abri. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, mettez les forces de la FINUL à l'abri. Cela doit être fait tout de suite, immédiatement. Et au nom de sa proximité... Vous voyez, lui, il ne s'est même pas caché. Il dit aux forces de sécurité, alors qu'il n'est pas dans une opération comme celle des Russes, de se mettre à l'abri et de laisser le passage. Et vous n'avez pas vu ni Macron, ni Stammer, ni tous ces gens-là dire que non, il faut que ça cesse ou on va répliquer ou quoi que ce soit. Rien. Mais maintenant, vous avez ces fanfarons qui viennent se rassembler et vous dire qu'ils réfléchissent à envoyer des troupes de l'ONU. Je crois même Zelensky, sachant cela, ne pouvait pas le prendre au sérieux et a préféré directement botter en touche. Reprenons. Kadi, alors, Marc Semo, des troupes sans l'aval des Américains, est-ce que c'est possible? Ça dépend. D'abord, des troupes pour faire quoi et sous quel mandat? Parce que c'est ça la question. On parle de forces multinationales. Pour garantir la paix, la question. Voilà, mais ça, c'est extrêmement vague. Donc, est-ce que c'est des casques bleus ou quel que soit ou non des casques bleus, mais sous un mandat de l'ONU pour contrôler un cessez-le-feu? Est-ce que c'est une force de réaction rapide qui serait en deuxième rideau pour garantir la sécurité de l'Ukraine au cas où les Russes, comme c'est probable, ne respecteront pas l'accord, y compris s'il y a des soldats mis de pays neutres mis pour contrôler la ligne de cessez-le-feu et qui reprendraient des agressions? Franchement, c'est incroyable de voir ces gens-là. Du côté russe, on parle du concret, on parle des moyens pour arriver à la paix. Ici, eux, ils parlent des moyens déjà pour violer une paix qui n'existe même pas encore. C'est juste incroyable. Ces gens-là étaient pour qu'ils se battent avec la Russie. Ces gens-là, ils étaient pour battre la Russie. Ces gens-là, maintenant, ne sont même plus pour qu'on fasse la paix parce que on commence les combats, on va voir qui va gagner, qui gagne, on signe et après, on voit l'après. Non, ces gens-là, maintenant, ils ne veulent même plus s'attarder sur qu'est-ce qu'on va signer, qu'est-ce qu'on va dire. Ils envisagent le prochain combat. Ils ont déjà perdu le premier combat, mais ils envisagent le deuxième combat. C'est juste incroyable. C'est incroyable de stupidité et de la part des gens qui commentent et de la part du personnel politique. C'est juste incroyable. Ensuite, il y a toutes les questions de qui déciderait de répondre au feu ou non. Enfin, il y a énormément de questions et tout cela, pour le moment, ça fait partie des divers scénarios que l'on envisage. C'est très intéressant. Qui va prendre sur lui la responsabilité de donner l'ordre d'ouvrir le feu sur les soldats russes? Qui va oser? Et surtout, qui va prendre le risque
de dire à ses soldats d'aller se mettre sur le chemin des Russes dans leur opération spéciale. Mais on n'en sait pas trop grand-chose. Donc la question des Américains, elle est là. C'est-à-dire, s'il s'agit, par exemple, de forces en deuxième rideau, c'est techniquement faisable sans les Américains. C'est quand même mieux d'avoir la garantie américaine au cas où les choses se passent mal. Ensuite... C'est quand même mieux d'avoir la garantie des Américains, hein, au cas où ça tourne mal, puisqu'on va en prendre plein la tête. Les gens qu'on a envoyés, ils seront supprimés en 48 heures, même moins. C'est ridicule. Ah, c'est pas grave. Ouf. Parmi tous les pays, c'est très compliqué parce que on en parlera tout à l'heure. Il y a une hypothèse des Chinois, oui. Mais il y a aussi, par exemple, parmi les pays mais aussi qui sont intéressés, qui vont être impliqués, il y a la Turquie. Bien sûr. Qui joue un rôle clé parce qu'elle est la mer Noire, etc. Or là, au moment même, la Turquie est en train de connaître sa plus grave crise politique avec l'arrestation du leader de l'opposition et maire d'Istanbul, Ikram İmamoğlu. Donc, mais franchement, si tu comptes sur la Turquie pour les décisions internationales, c'est que tu as perdu la tête. La Turquie a fait du cinéma ici, là, sur l'opération qui se trouve au Moyen-Orient. Nous sommes contre, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ils n'ont jamais rien foutu. Et ça a été les premiers même à se retourner pour aider les gens à déstabiliser la Syrie. Et tu penses que maintenant, ils vont prendre le fait qu'ils s'attendent bien avec les Russes, ils vont tout foutre en l'air pour aller s'associer à des gens qui eux-mêmes sont en train de faire couler leur pays. C'est juste incroyable. C'est incroyable ce qu'on appelle journaliste ou ce qu'on appelle intervenant télé en Occident. Erdogan, ce sont effectivement les mains totalement libres parce qu'il sait qu'on aura besoin de lui pour toute opération de maintien de paix en Ukraine, mais il est en train un peu d'abuser de cette rente de situation géopolitique. Donc pour le moment, on est quand même dans une situation extrêmement confuse. Et vous voyez, maintenant il fait passer ce que Erdogan fait dans son pays, soi-disant parce qu'il a la garantie des Occidentaux. Or, nous savons qu'il y a quelque temps, ce sont les Américains qui avaient tenté de renverser Erdogan. Et que c'est pour cela qu'ils n'ont plus aucune leçon à donner à Erdogan. À moins qu'ils aient réglé leurs affaires en privé et que voilà, ils ont donné à Erdogan de quoi lui garantir qu'ils ne feront plus cela pour assurer leurs relations. Erdogan, il en a rien à faire des Occidentaux. Il sait qu'il y a quelques années, ils ont tenté de le renverser et ce monsieur fait ça comme s'il oubliait ce qui s'est passé. Et quand les Russes disent qu'il n'y aura pas de troupes au sol, c'est évidemment déjà une manière de leur part, de faire monter les enchères pour des négociations, parce que d'une manière ou d'une autre, il faudra une force pour contrôler un cessez-le-feu. Lucas Manger, est-ce que vous pensez que les Européens oseront envoyer des troupes si, ni les Russes, évidemment... Regardez sa tête, regardez sa tête. Franchement, c'est trop bien. Regardez la tête de l'intervenant, lui, là, quand on lui pose la question. Regardez. Les gars, ils se disent, ah putain, qu'est-ce que je suis venu faire ici, franchement. Tous les jours, toutes les fois que tu viens ici, tu leur dis que voilà, il ne peut pas y avoir de troupes au sol tant qu'il n'y a pas de paix. Donc il faut attendre que les Russes, surtout les Russes, donnent leur accord pour que soi-disant un jour on pose le pied là-bas. Mais tous les jours, celle-là vient et pose la question comme si les choses ont changé. On n'a même pas encore signé de paix. Il n'y a pas eu de paix là-bas. La paix que Zelensky rêve là, c'est pas ce qu'il va obtenir. Ah, Seigneur. Oseront envoyer des troupes. Regardez sa tête. Ça me fait de la peine. Vous devez se dire, franchement, heureusement qu'on est bien payé, parce que sinon, je sais pas ce qu'on fout là, franchement. Il y a autre chose à faire que d'attendre les bêtises comme ça. Les Russes, évidemment, ni les Américains ne sont d'accord. Comme le dit Marc, ça dépend sous quelle forme et à quoi serviraient ces troupes-là. Mais on sent quand même, depuis l'humiliation de Zelensky dans le bureau de Donald Trump en direct devant les télévisions du monde entier, une forme de solidarité non seulement politique, d'union de l'Europe, pas de toute l'Europe, mais d'un certain nombre de pays européens qui réagissent, on va dire, ensemble et à peu près d'une même voix.
Donc je pense qu'il y a un certain nombre de verrous symboliques et historiques. C'est vrai que ça n'aurait pas été imaginable d'envoyer des troupes en Ukraine sans l'accord des Américains il y a encore quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les options sont sur la table. Effectivement, on sait très peu de choses, mais on sait aussi que partout en Europe, les états-majors travaillent sur un certain nombre de possibilités d'envoi que ce soit effectivement une sorte de FINUC en référence à la finule libanaise, mais qui n'est pas forcément le plus grand succès de ces dernières années. Voilà. Ils prennent en référence la finule que je n'avais même pas regardé ce truc jusqu'ici, j'avais juste vu le titre. Ils prennent en référence la finule. On a vu qu'est-ce qui est arrivé à la finule quand ils se sont fait attaquer par leur fils préféré. Ils n'ont rien fait. Et là, on vous dit que c'est même pas une zone de paix. On n'a même pas signé de paix et qu'il n'y a pas d'article 5 qui sera possible de déployer ici. Et on vous dit que les Européens vont venir. Ils vont venir avec quelle armée? Ils vont venir avec quel équipement? Je vous rappelle encore, il y a quelques jours, Régis Le Sommier le disait, à ce moment-ci du conflit, le peu de troupes ukrainiennes qui est là est largement supérieur en termes d'expérience de combat et d'effectivité au combat que les troupes françaises et de toute l'Europe et même de l'OTAN. Qui vient protéger qui et de quoi? Années, mais et c'est ce qui arrangerait d'une certaine manière les Européens. Maintenant, ça sera extrêmement difficile de passer outre des vétos russes, américains ou chinois au Conseil de sécurité. Il y a plein d'options qui sont sur la table. Ça me semble absolument pas impossible, en tout cas, à imaginer, même si ça serait une rupture de plus avec les États-Unis, mais pourquoi pas? Bélian Nabli. Sincèrement, lui-même, il peut croire ça. Sincèrement, les Américains ont couplé le renseignement satellite offensif, et tous ils ont pleuré que soi-disant ça a rendu l'Ukraine aveugle. Mais pourquoi ça a rendu l'Ukraine aveugle? Si les Européens ils avaient les moyens de faire ça, pourquoi ils n'ont pas compensé comme Macron l'avait si bien dit? Et maintenant, sincèrement, il s'appelle comment déjà? Lucas Manguet. Ah Seigneur Dieu. Gros reporter réalisateur de... Il a dit, c'est tout à fait envisageable. Donc soit il ne connaît pas le droit, ou soit il ne connaît pas de quoi il parle. Mais bon, apparemment on a besoin de personnes pour rendre possible les élucubrations de Macron et pour faire peur aux Français. Alors, il y a à la fois la question de la capacité des États en question, qui seraient prêts. Espérons que son avis à lui sera plus conforme à la réalité, au droit, parce qu'il a l'habitude de donner des avis assez sensés. À jouer le jeu de cette coalition et de l'envoi de troupes en Ukraine, mais il y a aussi, d'abord et avant tout, la question de la volonté. Or, ce dont on parle jusqu'à maintenant, ce sont les volontés telles qu'elles s'expriment à travers les leaders de chacun de ces États. C'est-à-dire qu'on est on est au niveau diplomatique, et c'est assez normal. Sauf qu'il s'agit de démocratie européenne. Et dès lors qu'il s'agit de démocratie, il y a la variable de l'opinion publique. Et là, il ne faudrait pas sous-estimer, en fait, le décalage qui peut exister entre la position de chef d'État ou de chef de gouvernement exprimé ou non des États dont on a vu la liste, et l'état des opinions publiques nationales sur l'optique d'un tel envoi de troupes, avec, en filigrane, l'ambiguïté stratégique, d'une certaine manière, autour de l'idée même d'envoi de troupes. Sous quelle forme, quelle modalité, comment, etc. Donc attention, d'une certaine manière, notamment pour ces leaders européens, à rester également à la fois en contact, en connexion avec leurs opinions publiques et à faire la démonstration de leur capacité à convaincre de leur propre position. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de subir l'état de l'opinion publique, il s'agit aussi d'être actif et de faire montre de capacité de conviction. Et je pense notamment au président Macron, qui a des... Voilà. Et j'aime bien Monsieur Bélig Nabil, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, pour ses convictions, enfin pour ses avis. Et vous voyez ici, il n'a pas du tout abordé la chose de la même manière que les autres. Il est venu ici parler de la volonté personnelle de ses dirigeants à faire les propagandistes, à vouloir faire croire qu'ils vont aller en guerre, et
de la conformité de leur volonté ou leur souhait aux souhaits de leur peuple, notamment de Macron. Macron, les médias lui font croire qu'il sera le chef de guerre de la France et de je sais pas quoi, de je sais pas si. L'opinion publique française l'insulte tous les jours de toutes les choses qu'il dit par rapport à la Russie. Et donc c'est deux choses différentes. Certes, les soldats n'auront pas leur mot à dire quand il s'agira de les envoyer au front, mais l'opinion publique aura son mot à dire parce que c'est eux qui vont enregistrer, si ça tourne mal, les dépouilles de leurs garçons qui vont revenir en France. Une conviction assez forte qui essaye d'incarner un leadership européen, mais qui ne devra pas seulement faire la démonstration de ce leadership sur la scène européenne, il devra également convaincre l'opinion publique française. Marion Buchet, vous qui êtes ancienne pilote de chasse et donc qui savez parfaitement l'importance de l'appui aérien quand on envoie les troupes au sol, qui certes, dans ce cas-là, ne seraient pas des troupes combattantes. Est-ce que ça vous semble réaliste de dire qu'on va... Bon, on arrête là. On arrête là. Vous voyez, petit à petit, plus on va dans cette émission, plus on décrypte, plus on se rend compte que c'est une supercherie. Elle vient de dire elle-même que il est nécessaire d'avoir un appui aérien, et ici, elle demande l'appui aérien pour des troupes qui ne sont pas combattants. Si tu n'es pas combattant, pourquoi tu vas bénéficier d'un appui aérien? Puisque l'appui aérien, c'est pour soutenir le fait que tu vas avancer pour bombarder des positions adverses. Et elle dit les troupes ne sont pas combattantes. Donc à quoi bon? Si les troupes ne sont pas combattantes, c'est que ces troupes-là ne peuvent pas venir pendant le combat. Donc, on est en train de faire une émission, tout ça, une fois de plus, pour faire peur aux Français, pour faire croire aux Français qu'on peut aller à la guerre et qu'on a besoin de quelqu'un qui pense sérieusement à la guerre et qui veut être un chef de guerre. Comme Macron multiplie les initiatives dans ce sens et a demandé encore une fois de plus jeudi à rencontrer l'ensemble des Européens. Je ne sais pas, ils vont se rencontrer combien de fois pour décider du vent. Mais voilà pourquoi il est important de décrypter ce genre de choses. Pour, montrer qu'ils disent n'importe quoi, c'est de la supercherie, mais surtout pour dire que voilà, ce n'est pas fait, parce qu'ils croient à proprement dire qu'ils veulent s'imposer, ils veulent s'opposer à la Russie, ou qu'ils veulent vraiment venir en aide à Zelensky, parce que la preuve, ils ne sont pas à la table de négociation, et les négociations vont mal, mais en revanche, c'est du simple opportunisme pour les leaders européens, particulièrement pour Macron et pour ses chaînes télé. Parce que leur premier public, ce ne sont plus les jeunes, ce sont les vieux qui regardent la télé. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.